c'est à la suite de l'échec considérable de l'offensive du chemin des Dames que Pétain va être promu pour plusieurs raisons. Première raison, il avait déjà été critique à l'égard du projet d'offensive. Il avait été un des généraux disant que ce projet d'offensive avait toutes les chances de ne pas réussir. Il n'était pas le seul, Franchet-Desprez avait fait part aussi de quelques réserves, mais Franchet-Desprez n'a pas une image de général aussi républicain que Philippe Pétain. Philippe Pétain a des appuis politiques également. Paul Painlevé, Ribot sont de sérieux appuis politiques qui admirent en lui son républicanisme. Donc voilà des raisons objectives qui vont faire qu'effectivement Philippe Pétain va être promu à la tête des armées françaises à la suite de l'échec considérable, encore une fois, du chemin des Dames. Alors promu en deux temps. Promu d'abord le 27 avril comme chef d'état-major général. C'est un rôle qui n'existait pas jusqu'alors, qui est créé pour lui. C'est un rôle, je dirais, de conseiller militaire auprès du gouvernement. C'est-à-dire que dans un premier temps, le 27 avril, il ne remplace pas Robert Nivelle à la tête des armées françaises. Mais bien entendu, les choses vont s'accélérer puisque le 15 mai 1917, cette fois, il est nommé généralissime, c'est-à-dire à la tête de l'ensemble des armées françaises. Et c'est Ferdinand Foch, d'ailleurs, qui le remplace comme chef d'état-major général. Voilà donc Philippe Pétain promu à la tête des armées françaises, alors même que, je le rappelle, en 1914, vieux colonel, il n'avait aucune chance d'accéder aux étoiles de général. Donc la carrière militaire à rebondissement de Philippe Pétain est tout à fait extraordinaire de ce point de vue-là. Alors, comment va-t-il s'y prendre pour résorber la crise gravissime des mutineries qui secouent l'armée française ? Comment va-t-il s'y prendre pour régler cette question des mutineries? Alors, première remarque. Pétain a une analyse originale de la crise des mutineries par rapport à ses collègues. Un grand nombre de ses collègues généraux estiment que ces mutineries sont le résultat, en fait, d'une espèce de propagande crypto-soviétique d'ordre politique. Or, Pétain fait une analyse radicalement différente, et il a raison. Sur ce plan-là, les historiens le savent aujourd'hui. Il n'y a rien de politique dans les mutineries, il y a des phénomènes de lassitude, il y a des phénomènes d'injustice ressentis par l'infanterie qui se sent en permanence l'arme souffrante et l'arme sacrifiée, et il y a une lassitude par rapport à certaines formes de combat et de commandement. Et Pétain a compris cela. Pétain est un des généraux qui comprend le plus précocement, effectivement, cette crise multiforme des mutineries. Alors comment va-t-il s'y prendre pour régler ces mutineries, pour sortir de ces mutineries? Eh bien, de plusieurs manières. Pétain sait manier à la fois, je dirais, la carotte et le bâton, et il manie les deux à la fois constamment. D'abord la carotte. Il comprend qu'il faut rassurer les troupes. Il comprend surtout qu'il faut les faire se reposer. Et donc, il va interdire, dès sa prise de commandement, toute nouvelle offensive. Notamment l'offensive prévue en juin 1917 sur le front de la 6e armée. On arrête les offensives inutiles. Par ailleurs, on récompense les soldats. À quoi tiennent-ils, les poilus de première ligne? Eh bien, ils tiennent essentiellement aux permissions. Et effectivement, Pétain va rétablir un système de permission extrêmement favorable, beaucoup plus favorable qu'auparavant. Pour prendre un exemple, avant Pétain, 5% d'un régiment part en permission à tour de rôle. Il va faire passer ce taux à 13% et, dans certains cas de figure, jusqu'à 40%. Ce qui permet effectivement aux soldats de s'éloigner du front. C'est très habile parce que ça permet aussi de diluer d'éventuels meneurs et de les renvoyer, en tout cas provisoirement, chez eux. Donc, le système des permissions qui est considérablement amélioré. La nourriture. La nourriture, c'est une image d'Épinal concernant effectivement Philippe Pétain, mais c'est exact. C'est-à-dire qu'il fait le tour des popotes. Il veille à l'amélioration des conditions de nourriture, il veille à l'amélioration des conditions de logement sur l'arrière-front, par exemple, et tout ça fait sens auprès des soldats. Ils en sont
infiniment reconnaissant à Philippe Pétain. D'autant plus, et c'est une dimension médiatique bien connue chez Philippe Pétain, que Philippe Pétain sait se faire photographier, se faire filmer en permanence sur cela. C'est-à-dire que Philippe Pétain est aussi quelqu'un qui a un système de communication à sa propre gloire tout à fait bien au point. Et puis il y a aussi le bâton. Carotte, mais aussi bâton. C'est-à-dire que Philippe Pétain se fait octroyer un certain nombre de pouvoirs supplémentaires, notamment le pouvoir du droit de grâce, qui relevait jusqu'alors du seul président de la République. Alors il va gracier effectivement un certain nombre de condamnés à mort après les mutineries, mais il est en même temps partisan de la plus grande fermeté à l'égard de ces mutins. Donc voilà, on a bel et bien un système Pétain qui se met en place à partir de mai 1917, qui est profondément ressenti par les soldats sur le terrain. Ils ont compris que Pétain commandait différemment de ses prédécesseurs, et qu'il était soucieux du bien-être des soldats entre deux combats. Et ce souci de ces soldats est en plus largement exploité, encore une fois, par les photographes et les preneurs d'images dont Pétain sait se faire accompagner. Donc effectivement, la sortie de crise va s'effectuer tout à fait bien et va déboucher effectivement sur une remontée du moral des soldats français à partir effectivement de la fin de l'été 1917.